Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, une présidentielle sans suspense à Djibouti. Le président sortant, Ismaël Omar Guelleh, au pouvoir depuis 27 ans, devrait remporter sans surprise un 6e mandat à la tête d'un petit territoire niché dans une zone stratégique et instable, au cœur de luttes d'influence étrangère. Explication à suivre. Nous parlerons aussi des produits impactés par la guerre au Moyen-Orient, mais dont on parle peu, les engrais. Car un tiers des fertilisants vendus dans le monde passent par le détroit d'Ormuz, indispensable à l'économie ivoirienne qui repose essentiellement sur le secteur agricole. Reportage à suivre. Et notre invité culturel de ce vendredi est une voix légendaire du continent, une voix qui traverse les générations entre héritage mandingue et scène internationale de la Haute-Guinée aux plus grandes scènes du monde. Sekouba Bambino Diabaté incarne cette capacité rare à faire dialoguer tradition et modernité. Jour de vote à Djibouti, une élection sans surprise, car le président sortant Ismaël Omar Guelleh devrait remporter un 6e mandat et prolonger ainsi ses 27 années au pouvoir, après que le Parlement a supprimé en 2025 la limite d'âge qui l'aurait empêché de se représenter. Les précisions de notre correspondant régional Bastien Renouy. 265 000 électeurs étaient appelés à se rendre aux urnes ce vendredi. Ils avaient le choix entre un bulletin vert au nom d'Ismaël Omar Guelleh ou un bulletin bleu au nom de son adversaire, Mohamed Farah Samatar, le président d'un parti qui n'a aucun élu au Parlement et qui est globalement inconnu du grand public. Et cette élection, selon mes informations, a assez peu mobilisé. De nombreux bureaux de vote ont vu une affluence très faible. Et pour cause, le résultat de l'élection est, semble-t-il, déjà acquis. Ismaël Omar Guelleh a déjà été élu à 5 reprises. Jamais il n'a fait moins de 74% des votes. Et même lors de la dernière élection à laquelle j'avais assisté en 2021, il avait été réélu avec 97% des votes. Ismaël Omar Guelleh défend son bilan. Il affirme que Djibouti est un îlot de stabilité dans une région empreinte de conflits, que ce soit en Érythrée, en Éthiopie ou encore en Somalie. Ses détracteurs, en revanche, lui reprochent son bilan économique. Djibouti reste un pays très pauvre, avec une population qui peine à survivre face au coût de la vie extrêmement important. Et puis, il lui reproche également son bilan démocratique. Il est quasiment impossible pour l'opposition d'exister à Djibouti. Le TPLF, le parti politique qui a mené la guerre contre les forces gouvernement éthiopiens entre 2020 et 2022, a accusé Addis Abeba de violer l'accord de paix de Pretoria dans un contexte de forte tension à l'approche des législatives prévues le 1er juin. La guerre a fait des centaines de milliers de morts et s'est accompagnée d'accusations de crimes de guerre visant toutes les parties. Les précisions de notre correspondant à Addis Abeba, Tom Kaniti. Le TPLF a accusé le gouvernement d'avoir violé l'accord de paix signé à Pretoria en 2022. Le Premier ministre Abiy Ahmed cette semaine a annoncé la prolongation d'1 an du mandat du président intérimaire de la région dans le nord du pays. Mais le TPLF a affirmé de ne pas avoir été consulté avant cette décision, alors que selon l'accord de Pretoria, ce type de mesure doit être pris de manière bilatérale. Et cette annonce intervient dans un contexte extrêmement tendu au Tigré à l'approche des élections législatives prévues dans 6 semaines. Le TPLF a été interdit l'année dernière de participer à ces élections par les autorités électorales. L'aide humanitaire reste perturbée dans la région. Beaucoup des écoles sont fermées et les acteurs craignent que le conflit reprenne entre les accusations d'Addis de l'année dernière qui soutenait qu'une faction du TPLF s'était alliée avec l'Érythrée et les tensions de ces derniers jours. Un tiers des engrais vendus dans le monde transitent par le détroit d'Ormuz, indispensable à l'économie ivoirienne qui repose principalement sur le secteur agricole. 500 000 tonnes de matières premières nécessaires à sa production d'engrais annuelle sont importées chaque année, dont la moitié en provenance du Moyen-Orient. Leurs prix ont flambé sur les marchés internationaux à cause de la guerre. Et pour les agriculteurs dépendants de ces fertilisants, cette hausse est un nouveau coup dur. Le reportage de Julia Guggenheim et Damien Kofi. Pour ce couple de cultivateurs de concombres, l'heure est au semis.
mais aussi au compte. Cette année, Karim ne pourra pas mettre autant d'engrais que nécessaire dans son champ. Avant, là, c'était 20 000. Jusqu'à ça a augmenté le prix, là. Souvent 25 000, soit 28 000, souvent 30 000. Tu vas enlever, là, il y a des engrais, là, il y a des graines de concombre, là. Là, on met tout ça, là. Parce que si le champ là va finir, là, on calcule, là, mais on ne gagne rien dedans. Cette envolée est due au blocage du détroit d'Ormuz, par lequel passe un tiers des engrais vendus dans le monde. Un coup dur pour la Côte d'Ivoire qui importe 90% des 500 000 tonnes d'engrais nécessaires chaque année à son secteur agricole. Ce grossiste fait déjà face à des ruptures de stock. Actuellement, nous remarquons qu'il y a l'engrais qu'on appelle le KCL standard, qu'on appelle pratiquement chlorure de potasse, qui est en rupture actuellement au niveau des distributeurs. S'il y a un manque de produits sur le marché, ça ne fait que retarder les plantes, et les plantes aussi ne produisent plus. Et s'il n'y a pas eu de négociation au niveau de cette guerre-là, je pense qu'on va tous subir. Face à cette pression, certains agriculteurs cherchent des solutions locales pour les engrais. Dans sa ferme-école, l'ONG Living Soil en produit grâce à ses mouches soldats noirs. Je suis en train de collecter les pondoirs. C'est le support sur lequel pondent les mouches. Comme ça, après, on pourra avoir des larves pour pouvoir les faire grossir. Les larves de mouches décomposent ensuite des déchets organiques collectés sur les marchés, qui deviennent ainsi du fertilisant. Un produit 3 fois moins coûteux que l'engrais importé. On n'a pas besoin d'aller chercher les matières premières assez loin. Ça sort de tout ce qu'on mange à la maison, de nos cuisines, tout ça. Donc, les matières premières sont vraiment accessibles. Et quand on l'utilise à long terme, ça a pour vocation d'améliorer les caractéristiques de notre sol. L'ONG forme également les agriculteurs à l'élevage de mouches soldats noirs pour qu'ils produisent eux-mêmes leur engrais. 8 fermes similaires ont déjà été créées dans le pays. On passe à notre page culture. On reçoit ce soir une figure majeure de la musique mandingue, Sekouba Bambino Diabaté, révélé très jeune, consacré meilleur chanteur de Guinée à la fin des années 70. Il rejoint ensuite le mythique Bembaya Jazz National, véritable institution culturelle du pays. Depuis, il n'a cessé de faire évoluer son art entre carrière solo, ouverture internationale, notamment avec Africando. Comment préserver l'héritage griotique tout en parlant au monde? Quelle place pour la tradition dans la musique contemporaine africaine? Merci Sekouba Bambino d'être là. Bienvenue dans le JTA. Merci ma grande, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors revenons un petit peu pour ceux qui ne vous connaissent pas sur votre enfance en Haute-Guinée. Votre mère était une chanteuse et votre père ne voulait pas que vous repreniez le même métier que votre mère. Comment vous avez réussi à le convaincre? D'abord, je suis d'une famille griot de père et mère. Et c'est vrai que mon père est griot, chef de griot de village, mais n'a pas pratiqué le griotisme. Ma maman a chanté, et voilà, elle a été très connue dans le côté Afrique de l'Ouest, au Mali. Bon, c'est vrai qu'au départ, ça n'a pas été facile pour Et pourquoi il ne voulait pas que vous chantiez votre Non, père? puisque pour mon papa, il ne voulait pas que je sois un délinquant. Puisqu'à l'époque, quand on est artiste, on est délinquant, on est dans l'alcool, on est dans la drogue. Donc, c'était ça son inquiétude. Voilà. Donc, c'est ça qu'il ne voulait pas du tout que je fasse la musique. Il voulait que je sois quelqu'un autre chose. Il faut étudier ou faire autre chose. Bon, mais le destin a fait que j'ai arrivé à le convaincre et puis il a accepté. Alors, très jeune, vous allez être accueilli par Bembaya Jazz National dans la Guinée de l'époque. Et d'ailleurs, c'est de là que vous vient votre surnom de Bambino, parce que vous étiez le plus jeune à l'époque de ce mythique groupe. C'est vrai, c'est vrai. J'étais dans l'orchestre de Sigiri, Mandinkono. Et j'ai été... Votre ville de naissance? Voilà, je suis sélectionné pour venir dans le Bembaya en tant que le remplaçant de Aboubacar, paix à son âme, Aboubacar de Makamara. Donc c'est là que j'ai rejoint mes amis de Bembaya, mes papas, mes frères. Donc c'est de là, le jour de mon arrivée, qu'on m'a donné ce petit nom, Bambino. Puisque quand je suis arrivé, il y avait mon tonton qui est là, Sikou Le Gros. À l'époque, sa femme venait d'accoucher d'un garçon. Donc c'est à l'aéroport, quand ils étaient venus pour m'accueillir, c'est à l'aéroport qu'il a été informé que sa femme a accouché d'un garçon.
Donc il a dit, donc ma femme a accouché un bambino et on vient accueillir aussi le plus jeune de l'orchestre. Donc on va donner le nom Bambino, c'est comme ça c'est venu. C'est comme ça que voilà. vous avez... Et puis ça, j'ai accepté puisque voilà quoi. Vous étiez le plus jeune à l'époque. Il y a un autre homme important dans votre carrière, c'est un producteur de musique sénégalais qui s'appelle Ibrahima Silla, qui va vous ouvrir justement vers d'autres horizons. On parlera d'Africando. Mais qu'est-ce qu'il a représenté pour vous à l'époque, Ibrahima Silla? D'abord, pour moi, Silla a été beaucoup pour la musique africaine du monde. Paix à son âme. Et il en a beaucoup fait pour la musique africaine. Et quant à moi, quand il m'a vu pour la première fois, j'étais de passage ici pour aller en Allemagne avec le Bembeya Jazz National. Il m'a appelé pour dire, Sekouba, j'aimerais bien que tu viennes travailler avec moi. Donc je suis venu le voir à son bureau, on a parlé et il a dit, bon, j'aimerais bien que tu viennes chanter un titre. On t'invite dans le groupe Africando, que tu viens chanter un titre ou 2 titres avec le groupe Africando. Là, en ce moment, j'étais un invité, je n'étais pas membre d'Africando. Je suis venu, j'ai chanté un titre de Mbori et Apollo. C'est de là. Apollo, qui était un titre de votre mère d'ailleurs. Voilà. Très connu. Donc, mais c'est lui-même qui l'a proposé. Il dit, bon, j'aimerais bien que tu fasses un titre de Bembeya et un titre de ta mère. Voilà. Donc, c'est comme ça, c'est parti. Je suis venu aux États-Unis avec lui. On a fait un premier essai et puis ça a bien marché. Et puis, à partir de ce jour-là, il a dit, bon, maintenant, Sekouba, tu fais partie du groupe Africando. Du groupe Africando. Alors, on va peut-être expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe mythique de musique africaine, de ce qu'on a appelé très vite d'ailleurs la world music, qui faisait des tubes. Donc, et on le sait peu, mais il y a quand même un vrai melting pot dans ce groupe-là et que ça vous a ouvert aussi les portes de l'international. Ah oui, tout à fait. Parce que vous savez, c'est vrai que je suis griot, je fais ma musique traditionnelle, mais Africando a donné aussi, m'a amené quelque part aussi dans le monde entier. C'est vrai que la musique mandingue avec la musique salsa, on a été quand même influencé par la musique rumba au départ, la musique cubaine. C'est vrai, on a grandi là-dedans. Mais pour moi, ça a été vraiment quelque chose pour moi. Ça m'a ouvert beaucoup de portes et puis une grande porte pour moi. Ouais. Et je dirais merci à Ibrahima Silla, paix à son âme, et tous les membres d'Africando, parce que quoi, ils sont disparus. Oui, absolument. Et on pense fortement à eux et évidemment leur héritage reste. J'aimerais qu'on parle aussi de vos engagements en tant qu'artiste. Vous êtes aujourd'hui ambassadeur du concert caritatif Festi Environnement à Paris. Comment un artiste comme vous peut-il transformer la musique en engagement concret pour le climat? Bon, vous savez déjà, pour moi, je suis un artiste engagé. Et depuis longtemps, vous savez, j'ai lutté avec la Croix-Rouge pour l'excision à l'époque. Contre l'excision. Contre l'excision. Et je suis l'ambassadeur de l'UNICEF, et voilà, pour défendre les enfants du monde. Et aujourd'hui, si je suis nommé comme l'ambassadeur de Festi Environnement, pour moi, c'est tout à fait normal pour moi. C'est mon engagement. Et je suis prêt pour aller avec ça. Donc, c'est une fierté pour moi. Et alors, un dernier mot avant qu'on vous écoute chanter. Donc, vous êtes griot, on sait que c'est important pour vous. Quel message vous avez envie de transmettre aux nouvelles générations pour qu'elles puissent garder à la fois la tradition tout en étant moderne? Comment on concilie les deux? Oui, d'abord, avant de venir pour ça, d'abord, je vais parler un tout petit pour l'environnement, parce que vous savez, on est dans cette situation aujourd'hui. Il faut que nous, le monde, il faut qu'on arrive à se comprendre. Et c'est qu'on soit conscient de quelque chose, puisque nous sommes venus trouver la nature. Nous, les êtres humains, nous sommes venus trouver la nature. Nous sommes là aujourd'hui pour détruire la nature et dans le mauvais sens, quoi. Donc, il faut qu'on arrête, il faut qu'on se donne la main pour défendre et puis notre environnement. Bah alors, on va malheureusement... Alors, merci Sekouba. On va vous entendre chanter parce que sinon, on ne pourra pas profiter de vous. Eh bien, voilà. Alors, faites-nous une petite chanson. Malheureusement, ça sera très court avant qu'on se quitte. Merci. On se quitte sur la musique de Sekouba. Merci.
festi environnement anyamolo di nyoma festi environnement jamala kole moko kilente sela bela kole moko kilente sekola festi environnement jamala kole festi environnement jamala kole anyewala lula kanda katulula kanda kabajilula kanda